Bonjour tout le monde. Donc, Bonjour Sophia, bonjour. bonjour. Sophia, bah oui, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet atelier-là, de former nos entrepreneurs et leur donner des informations précieuses et utiles sur tout ce qui est financement et juridique. De même, merci à vous. Je rappelle que vous êtes expert comptable et que vraiment on a de la chance de vous avoir aujourd'hui, la vérité. J'en profiterai parce qu'on vous posera toutes les questions possibles et imaginables, je pense, Sans, et j'espère que nos entrepreneurs vont profiter de cette séance. sans aucun problème, toutes les questions sont les bienvenues. Merci beaucoup, Sophia. Merci, l'LRT. Je vous laisse démarrer votre atelier. Très bonne chance et à tout de suite pour les questions. Merci Hannah, merci de m'avoir invitée. Donc déjà, je commence par une petite présentation pour les gens voilà, qui participent justement à cet atelier-là. Moi, je m'appelle Sophia Artspaoui, je suis expert comptable, je suis actuellement directeur général d'une entreprise qui fait l'importation et la commercialisation au Maroc des produits de revêtement de sol. Donc voilà, en fait, comme toute personne désireux justement de créer son entreprise, il y a un certain nombre de points et de volets très, très, très importants à prendre en considération, notamment le volet juridique et aussi le volet financier justement de ce projet-là. Ce n'est pas encore une entreprise puisque c'est peut-être une entreprise embryonnaire ou alors un projet naissant. Pour cet atelier-là, donc ma mission justement serait et consisterait à vous prodiguer justement les outils nécessaires pour bien monter votre business plan et aussi donc pour vous montrer comment parler à votre comptable, justement pour les gens qui ne sont pas et qui n'ont pas justement ce background comptable et juridique, pour justement éviter que le comptable ait à parler tout seul et n'ait pas d'interlocuteur en face, et pour également vulgariser, on va dire, quelques notions comptables relatives à ce projet-là. Alors aussi, vous indiquez quelles sont vos obligations et vos droits. Donc, quelles sont les obligations fiscales, juridiques et comptables. Vous assistez aussi pour une prise d'autonomie quant à la gestion de votre projet. Vous indiquez quelles sont les issues d'optimisation possibles, sans franchir bien sûr les limites légales. Et comment vous protéger et comment protéger aussi vos droits et vos données confidentielles vis-à-vis de autrui. Et aussi vous indiquer quels sont les principaux interlocuteurs externes. Bon, là, certainement, mon atelier aussi s'intéresse principalement à des entrepreneurs qui viennent de commencer, qui commencent par une idée de projet et qui voudraient justement se lancer dans un projet professionnel. Alors, on va dans un premier temps se pencher sur les points suivants. En fait, cet atelier-là va être certainement transversal. Il va inclure à la fois les démarches pour justement monter un business plan. Et aussi, il va inclure certainement le juridique social et aussi un peu de comptabilité et fiscalité. Donc, nous allons se pencher sur les points suivants. Donc, on va parler de l'utilité du business plan, de l'étude de marché, de la définition justement de la stratégie et du positionnement commercial. On va aussi parler de l'évaluation de la rentabilité économique du projet, donc comment évaluer un projet, simulation des scénarios possibles. Tout ça, on va essayer de parler de ce sujet-là d'une manière très, très brève, question de couvrir un peu tous les autres aspects. Alors, on va par la même occasion citer quelques formes juridiques des entreprises. Quelle est la différence entre une enseigne, une dénomination sociale, une marque, un brevet, et comment justement protéger tous ces éléments? On va aussi parler de certains contrats. Donc, quels sont les contrats de travail qui existent pour justement embaucher votre équipe et que vous ayez justement une connaissance des droits et des obligations liées à chaque contrat. On va également se pencher sur les contrats de bail et aussi sur le fonds de commerce. Donc pour les gens justement et pour les personnes qui désirent monter un projet
commercial et aussi à vocation de négoce, donc, et qui fera l'objet justement d'un bail ou d'un magasin ou d'un local. On va aussi parler de quelques notions en comptabilité, quels sont les différents documents comptables et fiscaux que vous devez normalement avoir dans votre bureau pour justement les présenter aux parties prenantes, donc à des bailleurs de fonds ou à la direction générale des impôts, à votre comptable, à vos partenaires, à vos futurs associés, donc en tout cas à des parties prenantes de ce genre. Alors, on va commencer par définir la notion d'un business plan. Alors là, on va dire le business plan, il peut se résumer en une phrase. Donc, c'est un document qui permet de fixer la stratégie financière et commerciale de sa future entreprise pour favoriser son développement. Donc, c'est une sorte de tableau Excel ou alors d'un fichier Word que vous alimentez au fur et à mesure pour justement mettre toutes les informations nécessaires pour demander un financement ou alors pour essayer de convaincre ses associés pour lever des fonds. Alors, quelle est son utilité? N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure parce que justement cet atelier se veut interactif et surtout enrichissant en matière de questions-réponses qui pourraient certainement servir à d'autres personnes. Alors, quelle est son utilité? Donc, l'utilité d'un business plan est de déterminer la rentabilité de son entreprise, certes, mais aussi de convaincre ses potentiels financeurs et partenaires, comme j'ai dit, les parties prenantes. Alors, quel est son contenu? Donc, le contenu d'un business plan, il se compose et il contient le concept de l'entreprise, donc l'objectif, l'objet justement du projet, et aussi les produits et services que votre projet va présenter et va offrir, la pertinence du lieu où s'implanter. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui ont justement une vocation de projet de négoce, donc certainement, le lieu joue un très, très grand rôle dans justement l'expansion de votre projet. La stratégie de communication, qui est très, très essentielle, surtout avec l'ère de la digitalisation. Donc, on est dans une ère digitale où tout se passe sur Internet, tout se passe dans l'immatériel. Et donc, justement, l'idée, c'est de valoriser et de prendre je dirais, de prendre cette tendance comme un atout pour justement définir et développer votre projet. La stratégie financière, qui est très, très essentielle. Il y a certains entrepreneurs qui souhaiteraient Alors, certainement... pardon, Sophia, on a une petite question pour ce qui est du business plan. Oui. Est-ce que, nos entrepreneurs posent la question, est-ce que c'est quelque chose qui doit être généralement payé et tout en profitant bien sûr d'un accompagnement d'un professionnel? Ou alors, est-ce que vous recommanderez plutôt que la personne fasse ça elle-même et qu'elle apprenne, qu'elle s'auto-forme sur la création d'un business plan et qu'elle le fasse elle-même? Alors, moi, je préconiserais beaucoup plus une formation, soit une auto-formation, ou alors se faire former par quelqu'un pour justement établir ce business plan. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, c'est un avis personnel, parce que les idées changent. Le projet, certainement, va se développer au fur et à mesure. Donc, d'autres idées viendront justement s'incrémenter à ce business plan. Et l'idée, c'est que l'entrepreneur lui-même puisse justement développer ses idées et pouvoir les alimenter dans le business plan. Et certainement, le fait d'être outillé par toutes les connaissances nécessaires et aussi pratiques pour monter un business plan fait que l'entrepreneur devient autonome et pourrait voilà, alimenter au fur et à mesure son business plan. Son business plan. Avez-vous des astuces pour ces entrepreneurs, des sites peut-être que vous leur préconisez, leur recommandez? Alors oui, je Des vous enverrai ça. formations? Oui, alors il y a des formations, donc justement, c'est des experts comptables qui peuvent vous
vous prodiguez ce genre de formation. Après, il y a certainement d'autres cabinets de conseil qui pourront le faire. En tout cas, l'idée, ou alors s'auto-former, c'est-à-dire qu'il y a des sites web. On peut commencer, parce que bon, j'imagine qu'un entrepreneur désireux justement de monter un projet, il va certainement penser donc à quelques contraintes financières. Cela dit, vous pouvez certainement vous munir Effectivement, oui. Mm. voilà, vous munir de quelques sites web que je pourrais vous partager sans aucun problème pour monter un business plan. En tout cas, dans cet atelier-là, je vous montrerai aussi les étapes clés pour monter un business plan. Et si jamais cela ne s'avère pas suffisant, moi, je pourrais certainement vous accompagner sans aucun problème. D'accord? C'est très bien, c'est très bien. On apprécie beaucoup. Je tiens aussi à rappeler à nos entrepreneurs qu'au sein du CRI de Marrakech Safi, on a aussi la possibilité, et on a fait ça pour plus de 800 entreprises et 800 entrepreneurs dans la région. On a la possibilité de les accompagner, de les former aussi au business plan, notamment à travers le CRI Boost Lab. Donc, j'invite tout le monde, bien sûr, mis à part l'option de Madame Kbaoui aussi. Je les invite à consulter nos réseaux sociaux, nos pages sur LinkedIn, Facebook ou Instagram et à s'inscrire au CRI Boost Lab. Ils pourront bénéficier de cela aussi. Et je vous remercie. Je vous laisse continuer, madame. Alors, donc voilà, on parlait un peu du contenu d'un business plan. Donc, on parlait aussi de la stratégie financière qui est très, très, très intéressante et très importante aussi à connaître. En fait, un entrepreneur, quand il a une idée de projet, alors soit il se met directement une contrainte de capital. Donc, il se dit, on a besoin de capital, on a besoin d'argent pour justement monter un projet. Ou alors, il se dit, je n'ai pas la capacité de parler à un banquier. Je n'ai pas cette aptitude pour bien présenter mon projet et le présenter à un banquier pour pouvoir me financer. Donc, dans les deux cas, c'est une contrainte qui pourrait faire que l'entrepreneur se désiste justement à cette idée-là ou alors se décourage. Heureusement qu'il y a justement le CRI le CRI Marrakech justement qui accompagne justement ces entrepreneurs et qui leur prodigue quelques outils et aussi les accompagne pour bien présenter leur projet, pour pouvoir les convaincre, pour pouvoir convaincre les futurs partenaires ou alors les futurs financeurs à justement monter leur projet. Donc, on va aussi parler du choix de la forme juridique de l'entreprise. Et là, c'est le volet juridique. Et je profiterai aussi de l'occasion pour parler un peu des différents aspects, à savoir les aspects sociaux. Donc, justement, en parlant des contrats de travail et tout ça, et aussi de la forme juridique à adopter pour son entreprise. Alors, un entrepreneur il a une idée de projet, voudrait monter une entreprise. Par quoi il doit commencer et par où il doit commencer. Alors là, je vais vous présenter les 9 étapes clés pour rédiger un business plan. Comme je vous ai dit, si cela n'est pas suffisant, donc Hana se fera certainement un plaisir de vous accompagner là-dessus. Et moi, je serai votre interlocutrice sans aucun souci. Maintenant, pour commencer un business plan, donc je vous invite aussi à, à essayer de faire une sorte de brainstorming avec vous-même. C'est-à-dire, parce que l'idée et la première étape, c'est de rédiger son executive summary. C'est quoi un executive summary? C'est une partie du business plan qui est normalement très courte, qui doit s'étaler sur 2 pages maximum, mais qui est très, très importante. L'objectif, justement, est de résumer l'essentiel de son business plan de manière très synthétique. C'est de donner un appétit ou alors de donner un avant-goût au projet et surtout donner un point d'intérêt pour les futurs financeurs et donner justement une vision globale de ce projet-là. Les éléments à inclure sont les suivants, donc le nom de l'entreprise, nature de l'activité, valeur et histoire du projet, l'audience cible, typologie du marché, les concurrents, la taille, les opportunités qu'il y a
Et il est souvent essentiel de présenter l'équipe dirigeante. Parfois, les entrepreneurs s'associent entre eux. Donc, il y a 2 ou 3 entrepreneurs qui ont peut-être la même idée ou alors qui ont quelques idées complémentaires et décident de s'unir. Pour ça, il faut présenter l'équipe dirigeante et il faut que cette équipe dirigeante ait les mêmes valeurs. Les valeurs de l'équipe dirigeante, c'est pas, en fait, il ne faut pas confondre valeur de l'équipe dirigeante avec valeur de l'entreprise. Ça va de soi, on le voit comme ça, mais il faut distinguer les deux. Donc, en tout cas, j'aurai l'occasion de vous parler de ça plus en détail. Ensuite, une deuxième étape qui consiste pour créer une entreprise, un business plan personnalisé, dans lequel transparaissent les valeurs des fondateurs, il est essentiel de présenter la formation, le parcours et les compétences de chaque membre de l'équipe. Il ne faut sous-estimer aucune compétence linguistique, même peut-être un don que vous avez, ou alors une compétence professionnelle, une expérience professionnelle sur laquelle vous avez mis en valeur vos atouts. Donc, il ne faut négliger aucune compétence de chaque membre de votre équipe. Le rôle de chaque cofondateur, futur associé de l'entreprise, devra également être précisé dans le business plan. Donc, certainement, quand vous avez justement les trois associés ou alors les 4 associés qui s'unissent, l'idée justement, c'est de préciser et de mettre en valeur chaque rôle de cette équipe-là. Alors, il est également nécessaire de désigner la personne qui aura le rôle de représentant légal de la société et de dirigeant. Alors, il faut justement là encore distinguer quelques notions, là juridique certainement pour le coup. Gérant d'une entreprise, c'est le dirigeant de l'entreprise et c'est le représentant légal de l'entreprise. Les associés peuvent figurer dans un statut, mais on peut désigner 1 ou 2 gérants qui vont représenter légalement l'entreprise et qui vont certainement assurer et assumer quelques responsabilités légales vis-à-vis de cette entreprise-là. Le but est de mettre en avant la complémentarité de leurs compétences, donc respectives, afin de convaincre les potentiels financeurs et partenaires de la pertinence de son projet. La troisième étape, qui consiste à exposer les valeurs de son projet, et là c'est les valeurs de l'entreprise, comme je vous ai dit, il est essentiel d'exposer dans son business plan les valeurs qui animent l'équipe dirigeante et qui constituent le point de départ de sa motivation. Ces valeurs d'entreprise peuvent être le sens du service, l'expertise dans un domaine ou l'impact social du projet. Viendra la 4e étape qui consiste à étudier le marché. Alors, pour élaborer un business plan solide, 3 éléments principaux doivent être analysés dans le cadre d'une étude de marché. Alors, on note l'offre, donc c'est le produit qu'on va offrir, donc c'est notre offre. Il faut identifier l'offre disponible sur le marché visé. Les concurrents en sont la composante essentielle. Il faut déjà avoir une écoute active sur le marché qu'on décide justement de pénétrer. On ne va pas réinventer la roue. Il y a des concurrents qui sont déjà installés. Donc, notre produit, peut-être que c'est un produit novateur, ou alors c'est un produit qui existe déjà dans le marché et donc l'offre est déjà là. Donc, les prix sont déjà établis. Les prix, les coûts de revient, peut-être qu'ils sont déjà calculés. La tendance aussi. Donc, on va dire que tous ces éléments-là, toutes ces informations, on va pouvoir les puiser de chez les concurrents. Quitte, par exemple, à faire le client mystère, aller un peu tester le produit chez le concurrent, demander plus de détails sur le produit et pourquoi pas se faire passer pour un grossiste qui va acheter ce produit-là. Il est important aussi de savoir combien de concurrents sont présents sur le marché. Il faut savoir aussi qu'un marché peut être désigné comme un marché atomique, donc où vous êtes, on va dire, vous êtes comme une atome
ou comme une graine de sable dans un grand espace, il y a beaucoup de concurrents. Et là, malheureusement, quand il y a beaucoup de concurrence et quand il y a des concurrents qui sont assez anciens dans le marché, c'est très difficile de venir les concurrencer si ce n'est un produit novateur ou alors une marque de distinction. Alors, il est important, comme je vous ai dit, de savoir combien de concurrents sont présents sur le marché, la variété de leur offre et les tarifs pratiqués, comprendre aussi leur stratégie commerciale et opérationnelle, et également essentiel pour appréhender au mieux l'offre existante sur le marché. Alors, vient ensuite la demande. La demande. Madame Ksbaoui, désolée de vous couper, juste une petite question. Oui. Quel est le prix moyen d'une étude de marché? Alors, comment ça, le prix moyen? Le coût pour élaborer une étude de marché? Oui, pour un prestataire, j'imagine. Alors, en fait, une étude de marché peut se faire par des cabinets de marketing, donc d'études de marché, de communication aussi. Donc, c'est des cabinets qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Maintenant, là encore, je vais aussi évoquer le coût, parce qu'un prix, par exemple, un coût lié à cette étude peut varier, je dirais, de 10 000 à 30, à 20, peut-être à 100 000 dirhams. C'est-à-dire tout dépend du produit que vous voulez réaliser, sur lequel vous voulez investir, ou alors sur l'ampleur du marché. C'est-à-dire qu'un cabinet pourrait aller chercher des concurrents dans un espace international ou alors se limiter dans le national. Mais là, je préconise que cette offre-là, que cette étude de marché se fasse par l'entrepreneur lui-même, par souci, premièrement, de coût, mais aussi de pertinence. Comme on dit, personne n'est servi que par lui-même. Donc, moi, voilà, je préconise ce genre on va dire, de démarche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Hannah. Très bien, merci beaucoup. Par contre, une autre question s'est suivie juste après concernant le cadre juridique. Alors, on nous demande, c'est pas assez clair, mais on va essayer. On nous demande quel cadre juridique pour une étude de marché. Alors, j'imagine que l'entrepreneur Alors, veut savoir quels sont un peu les principaux éléments juridiques à connaître avant de demander une étude de marché ou de faire une étude de marché. Alors, avant toute chose, l'entrepreneur doit justement éditer une charte de confidentialité. Ça, c'est clair. Ça, c'est le premier outil à avoir en main. Pourquoi? Parce que parler de son projet, c'est limite se confier à quelqu'un. C'est confier un secret à quelqu'un. Et pour peu que cet interlocuteur ait on va dire, les éléments que l'entrepreneur n'a pas, ne possède pas, en l'occurrence, je parle du capital, je parle du financement, je parle des clients, je parle en tout cas de beaucoup d'opportunités que cet interlocuteur pourrait avoir et qui fera que cette idée-là pourrait être réalisée dans quelques fractions on va dire, de temps. Et donc, pour revenir à votre question, l'élément essentiel à présenter, c'est une sorte de document bétonné qui va défendre déjà protéger le projet en lui-même et aussi protéger toutes les connaissances liées à ce projet-là. Hannah, je pourrais partager avec vous, si vous Oui, voulez, un modèle de charte de confidentialité, d'accord, oui. qui sera certainement mis à la disposition des entrepreneurs et qui servira de premier, on va dire, élément à présenter avant de parler de son projet. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Madame Ksbaoui. Je vous laisse continuer. Alors, j'ai parlé aussi de la demande. Donc, comme j'ai dit, la demande, il est indispensable de procéder à une étude attentive de la clientèle cible parce qu'on on a beau présenter des produits, mais on ne sait pas est-ce que le client est preneur ou pas. Parfois, le client on va dire, peut choisir ou un offreur rien parce que, on va dire,
le prix est intéressant, ou alors parce que le modèle ou parce que le design fait que c'est beaucoup plus attractif pour lui. Donc, il faut être attentif par rapport au marché, par rapport à la clientèle cible. Je note aussi la clientèle, il y a différentes sortes de clientèle. Est-ce qu'on va, on va s'adresser à des clients B2C, c'est des particuliers, c'est monsieur tout le monde. Donc, il peut être un enfant, comme une femme, comme un homme, comme un vieux, comme un jeune. Et donc, c'est on va dire une population hétérogène et qui fait qu'il faut personnaliser donc le genre de communication à employer avec ce genre de segment. On peut noter aussi les B2B, donc c'est les professionnels qui sont avérés, c'est des personnes qui sont, ou alors c'est une cible qui est très très consciente des aspects techniques donc du produit, des aspects aussi financiers du produit, et cette catégorie sera beaucoup plus exigeante. Donc, on peut aussi, quand on est producteur d'un produit, quand on est fabricant de ce produit-là, on pourrait s'adresser à des centrales d'achat ou alors ou à des grossistes. Donc là, certainement, et là, je vous parlerai des marges, on va dire, de chaque segment, parce qu'un B2C, on pourrait certainement avoir une marge nettement supérieure à celle qu'on devrait avoir avec un grossiste, mais l'écoulement du stock est beaucoup moindre que si on s'attaque à un grossiste. Donc tout dépend, comme je vous ai dit, de la stratégie financière, de la stratégie commerciale à élaborer pour ce genre de projet. Donc, on a parlé de la demande. Donc, il faut, comme j'ai dit, être attentive à la clientèle cible, aux habitudes de consommation, au budget moyen, parce que là aussi, il y a ce qu'on appelle un prix psychologique. Donc, là, je m'adresse aux entrepreneurs qui proposent des produits novateurs, un produit qui n'existe pas encore sur le marché. Et là, pour le coup, dans l'étude de marché, il faut aller via des questionnaires, via peut-être en tout cas, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple maintenant que élaborer un questionnaire et faire du porte-à-porte ou alors faire donc des études euh, au terrain, comme on dit. Et du coup, le prix psychologique est très, très important dans la définition justement de la demande dans le cadre de ce projet-là. Alors, on parle aussi de la potentielle carence du marché. C'est ce besoin, euh, on va dire, besoin caché de ce consommateur que vous allez venir satisfaire comme si, en fait, c'est un besoin enfoui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est un besoin que vous allez créer peut-être et vous allez satisfaire par la suite. Et donc, c'est l'identification d'un ou plusieurs besoins non satisfaits par la concurrence qui permet de déterminer les avantages concurrentiels. Vous allez venir vous distinguer par rapport à votre concurrence en présentant un élément dans ce produit-là, si c'est un produit qui existe déjà dans le marché. Et donc, vous allez présenter un atout qui fera que vous allez gagner en avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Alors, pour cerner son marché cible, donc le mieux est d'aller à la rencontre des clients, concurrents et autres acteurs de marché. La règle est simple. Pour créer mon business plan, je dois être capable de comprendre les attentes concrètes de ma future clientèle. Alors, il est rare de n'avoir aucun concurrent. Comme j'ai dit, seul pour les produits novateurs. Et là encore, une fois, je noterai par exemple le projet Glovo ou Jumia, quand il y avait Glovo, directement et peu de temps après, il y a Jumia qui a vu le jour en matière de livraison. Il y a eu d'autres, on va dire, d'autres entreprises qui se spécialisaient dans la livraison express. Et donc, c'est un besoin que le client avait dans son subconscient et que Glovo ou Jumia ou autre a pu satisfaire en venant avec une idée novatrice. Et il en existe toujours, même si c'est de la concurrence indirecte.
Donc, on pourrait présenter ou offrir un produit similaire au vôtre ou alors satisfaire un besoin euh, semblable aux besoins primaires. Et donc, affirmer cela, donc il faut être en mesure justement et capable de convaincre le financeur que vous ne serez pas absorbé par la concurrence et que vous aurez un avantage concurrentiel, que vous cernez votre clientèle cible et vous connaissez parfaitement votre offre. Alors ça, c'était la Docteur, quatrième. on a une question qui est revenue sur la charte de confidentialité. Pas sûr qu'on y ait répondu tout à l'heure. Excusez-moi de vous interrompre, mais Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. j'ai l'air texte, Sophia. Donc, on nous demande, merci de nous informer sur les clauses essentielles pour la charte de confidentialité. Alors, les clauses essentielles, donc déjà, il y a le bénéficiaire. D'accord? Le bénéficiaire, c'est le bénéficiaire de toutes ces connaissances, c'est votre interlocuteur. Et il y a le donneur. Donc, le donneur, c'est celui qui va donner toutes ces informations. Et c'est en l'occurrence l'entrepreneur. Alors, parmi les clauses, il y a premièrement ce qu'on appelle le contenu, l'objet de cette charte. Est-ce que c'est une charte de confidentialité qui s'étend sur toutes les connaissances, c'est-à-dire allant de la simple conception c'est-à-dire les designs, peut-être les objets, peut-être les couleurs, ou euh, jusqu'à justement arriver aux connaissances les plus profondes. Et là, je note les connaissances techniques, c'est-à-dire les aspects techniques. Donc là, on va parler de l'objet justement de cette charte et quelle est l'étendue de la confidentialité dans cette charte-là, justement. Après, donc, viendra l'aspect durée. Est-ce que par exemple, quand je me permets ou alors je converse avec un interlocuteur et donc je lui montre sur un bout de papier donc mes dessins ou alors mon concept en schématisant ou alors en lui donnant quelques aspects techniques. Est-ce que la charte de confidentialité va commencer à la date de la signature et elle va se terminer une fois notre conversation terminée ou alors, c'est-à-dire une fois notre conversation terminée et est-ce qu'on pourra aussi étendre un mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans peut-être, ou alors même après que notre projet ait vu le jour? En tout cas, la durée est très, très essentielle dans cette charte de concurrence. Donc, il y a d'autres aspects en matière de charte pardon, de confidentialité, c'est la non-concurrence, c'est-à-dire que cet interlocuteur puisse créer un projet semblable au mien, mais qui ne contient pas forcément tous les aspects techniques de mon projet. En tout cas, la charte de confidentialité est très... c'est pas comme les statuts, c'est pas comme un contrat de bail, c'est pas il n'y a pas un modèle standard de la charte de confidentialité, mais il y a, on va dire, ce qu'on appelle les bonnes pratiques. En tout cas, il y a des clauses assez standards, assez logiques à mettre en place sur une charte de Effectivement, confidentialité. effectivement. Donc, chacun doit adapter sa charte de confidentialité à son projet et aux éléments qu'il a envie de protéger le mieux et le plus. C'est ça. Exact, Très, exactement. très bien. Très, très bien. Merci beaucoup, Madame Roussbaoui. Je vous laisse continuer votre formation. Alors, après, on va s'attaquer à la stratégie commerciale. Donc, la stratégie commerciale, on va évoquer les 4 P. Donc, c'est Product, Place, Price and Promotion. C'est quoi les 4 P? Je vais essayer un peu au fur et à mesure d'expliquer chaque P. Donc, pour définir une stratégie commerciale, de nombreux entrepreneurs utilisent la méthode des 4 P. Donc, c'est le mix marketing. Donc, le prix, il faut établir une liste de l'offre de produits et de services de son entreprise, les formules proposées, détailler les prix, c'est-à-dire une grille tarifaire, des tarifs dégressifs, etc. Quand, par exemple, je m'adresse à un segment de B2C, comme j'ai dit, avec un particulier, je pourrais gagner
euh, je pourrais gagner mieux en marge que si je vends à un grossiste. Parce que la chaîne de valeur n'est pas la même. La chaîne de valeur, quand elle commence par un fabricant et atterrit chez un consommateur final, supposons que la marge est par exemple, de 90%, enfin, de 90, j'exagère un peu, de peut-être 60%. Quand il y a un grossiste, euh, cet élément vient euh, pour diviser cette chaîne en valeur sur deux. Et donc, il faut tenir en... Allô? Oui, on est là. Oui, On est vous là, m'entendez madame. très bien. J'ai cru, d'accord. Donc, en fait, là, il faut être en conscience, il faut prendre conscience justement des prix qui sont déjà appliqués sur le marché et définir un prix ou une liste tarifaire pour chaque segment de ma clientèle. Alors, vient ensuite le produit, donc un catalogue de produits et de services. Vous savez, quand un entrepreneur commence un projet et qu'il en discute un peu autour de lui, la première chose que l'entourage demande, ben, envoie-moi un catalogue de produits, envoie-moi ta plaquette, envoie-moi ta présentation, pour justement essayer de la partager à tout le monde pour voilà, de demander si jamais il y a un intéressé. Et donc, le catalogue de biens et des services est très, très important pour donner vie à votre projet, pour essayer de valoriser premièrement votre projet, le présenter et aussi euh, mettre en valeur et en lumière les services et les biens que vous proposez. Et donc, ce catalogue doit être dressé avec leurs caractéristiques, les atouts de différenciation, les packs proposés, les offres promotionnelles, la liste tarifaire, donc les tarifs justement dégressifs selon la quantité achetée ou alors selon le pack sélectionné. Alors, vient en troisième lieu, donc place, donc c'est la distribution. Et la stratégie de distribution doit être définie avec soin. Il faut déterminer par quel canal l'entreprise vendra ses produits ou services. Via la boutique physique, comme j'ai dit, quand il y a par exemple un projet de négoce, donc c'est de l'achat et de la revente, est-ce qu'il y a un local bien défini? Auquel cas, où est-ce que je vais mettre en place ce local-là? Euh, donc, est-ce que je pourrais vendre mes produits en ligne? Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut acheter peut-être une vitrine ou une boutique virtuelle ou alors se limiter à un site web payant, c'est un site web e-commerce? Et tout ça, il faut essayer de faire un benchmark, essayer de faire un brainstorming. Moi, je le dis toujours, un entrepreneur, il doit en permanence se poser des questions et se remettre aussi en question. Donc, des brainstorming, essayer voilà, de prendre un petit café, d'essayer un peu avec un bout de papier, de schématiser encore et encore et encore. Vos idées, certainement, s'alimenteront de beaucoup d'autres idées qui viendront développer et étendre un peu plus votre idée de projet. Et donc, la cinquième composante du mix marketing, c'est la communication. Ce point correspond à la stratégie de communication, étape 6. Donc, en tout cas, j'évoquerai ça en plus en détail. C'est la communication, justement, comment aller communiquer sur son produit-là et communiquer sur, justement, les aspects qui vont distinguer votre produit ou votre service. La stratégie commerciale sert à définir de quelle façon l'entreprise réussira à intégrer le marché. La stratégie de communication, quant à elle, permet de faire connaître l'entreprise auprès de ses futurs clients. Parce que justement, il y a une confusion qui se fait entre la stratégie commerciale et la stratégie de communication. Et justement, la stratégie commerciale, comme je l'ai dit, c'est les 4 P, c'est le mix marketing, c'est le prix, définir le produit, définir le produit, définir le local, ou alors
le canal de distribution et aussi le canal de communication. Alors que la stratégie de communication, non. Donc, il faut dire, est-ce que c'est une communication euh, physique? Donc, est-ce qu'il faut aller chez le client, lui proposer, faire du porte-à-porte, ou alors étaler ma marchandise dans la boutique, faire de l'échantillonnage auprès des grandes surfaces, ou alors faire user, on va dire, des réseaux sociaux et de quelques liens sponsorisés pour faire connaître mon produit. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour l'instant, mais en tout cas, on prendra. Je poserai les questions au fur et à mesure. Merci, Madame Swab. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, donc la 6e étape, c'est la stratégie de communication. Donc, il faut définir sa stratégie de communication pour monter un business plan et qui permet justement de définir l'image de son entreprise. Définir l'image de son entreprise, c'est donner une certaine identité propre à son entreprise en choisissant sa charte graphique. Vous savez, tout à l'heure, Hannah m'a posé une question et m'a dit c'est quoi, en fait, est-ce que l'entrepreneur doit faire appel à des spécialistes ou alors à des conseillers pour monter un business plan, pour faire une étude de marché? Mais là, je dis à l'entrepreneur, quand il fait ces choses lui-même, il savoure justement son projet et sa motivation ne fait que graduer au fur et à mesure que son projet voit de plus en plus la lumière du jour. Alors en fait, définir une charte graphique, c'est donner des couleurs et définir un logo et définir certainement des couleurs à votre entreprise. Ces couleurs-là viendront customiser votre idée. Par exemple, là, aujourd'hui, on parle du rouge quand on veut peut-être définir des boucheries, en tout cas. Quand il y a, par exemple, des magasins de boucherie, vous trouverez que du rouge, en tout cas des couleurs ocre. Après, donc, on peut, par exemple, passer et penser au vert pour tout ce qui est et écolo aussi, aussi bio, donc des produits bio, par exemple. En tout cas, les couleurs veulent dire beaucoup sur le produit, sur le projet ou sur le service. Et c'est une sorte de communication intrinsèque et subconsciente qui parle de votre projet avant d'en parler vraiment. Et donc, je disais, il faut définir l'image de son entreprise et son discours commercial. Est-ce que c'est un discours assez agressif parce que il faut faire connaître le produit, ou alors c'est un discours commercial assez léger et donc qui consiste juste à faire un présentoir du produit et essayer de mettre en valeur le produit d'une manière soft parce que tout simplement le produit peut se vendre sans problème. Et donc, il faut aussi trouver les mots-clés à employer pour déclencher une vente. Tout ça, ça s'apprend. Donc, il y a des techniques de base, mais le reste, c'est votre effort personnel et ça relève aussi de votre motivation à bien réussir ce projet-là. Donc, justement, dans la stratégie de communication, il faut faire connaître son entreprise. Ça, c'est le but principal de la communication. Après, viendra la connaissance, alors la prise de connaissance du produit. Déjà, faire connaître l'entreprise avant de faire connaître son produit. Il faut déterminer les canaux qui seront exploités pour faire la promotion de son entreprise. Est-ce qu'il faut créer un site web? Ou est-ce qu'il faut distribuer des flyers, des brochures? Ou alors, comme j'ai dit, user des réseaux sociaux via des vidéos, en tout cas des capsules vidéo qui seront diffusées sur YouTube, sur Facebook, Instagram, mais là aussi, il faut bien choisir son réseau social parce que là encore, les utilisateurs de chaque réseau social fait que est-ce que c'est ma cible ou pas. La stratégie de communication ne doit pas être négligée dans son business plan et les financeurs vous demanderont certainement comment vous pouvez vendre votre produit, quel est le canal de communication que vous avez choisi et comment vous comptez vendre et à quel prix aussi. Alors,
La septième étape, Excellent. c'est le... Madame Oui, Ksmaoui, je vais vous couper, excusez-moi, pour poser une question de Mrim, qui est avec nous sur le chat, qui va nous faire revenir justement au financement. d'accord. Alors, Mrim se pose la question, comment je peux persuader un responsable de banque quand j'ai un projet qui n'existe pas sur le marché? Et en même temps, quel acteur de financement faut-il solliciter? Alors, quand il y a un produit nouveau sur le marché qui n'existe pas, premièrement, et je pense que je vous le fais pas savoir, il faut entamer un prototype de ce produit-là. Rien ne vaut que de toucher la matière et de donner vie à ce projet ou à cette idée ou à ce produit. En tout cas, il faut déjà entamer un prototypage. Mais il y a un accessoire qui est très, très important à ce prototype, c'est le pitch. Pitcher, c'est un art, ça devient un art. Parler à un banquier, malheureusement, les banquiers, ils sont, bon, je ne parle pas de tout le monde, bien sûr, mais quelques banquiers, malheureusement, ils restent cernés par rapport au produit. C'est limite un questionnaire qu'il faut remplir et qui reste mais vraiment très carré dans ces questions que l'entrepreneur n'a pas l'occasion forcément de bien présenter les atouts de son produit. Donc, donner et mettre en place un très bon prototype et accessoiriser tout ça avec un pitch bref, mais très pertinent. Et ça, il faut il faut le préparer bien à l'avance. Ça s'apprend, donc le prototypage et tout ça, je pense que Hannah, tu as prévu des ateliers pour ça. Ou alors, certainement, il y aura des spécialistes qui vous accompagneront dans ce volet-là. Mais le pitch, c'est un élément qui va regrouper, mais vraiment tout ce que vous devez ne pas dire sur via ce prototypage, via ce Exactement, prototype. exactement, oui. Donc, comme j'ai dit, et pour répondre rapidement à la question donc, du participant, il faut avoir un pitch bien cohérent, bien bref, concis et pertinent qui va regrouper les 11 étapes que je vous présente là. Excusez-moi, que je vous présente, mais aussi bien mettre en valeur le prototype. Madame Ksmaoui, alors, on est, bon, il est midi, il va falloir, je pense, qu'on commence un autre atelier. On D'accord. vous donne encore 5 minutes pour finir la formation et puis nous mettrons à disposition, bien évidemment, comme tous les ateliers de ce matin, la rediffusion de cette formation sera disponible pour tous les entrepreneurs, pour tous les visiteurs d'ailleurs du salon, tout profil confondu. Et votre contact aussi, si vous le permettez, Oui, on va le avec donner. plaisir. Avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser bon, soit en appelant ou alors via WhatsApp. Donc, moi, en tout cas, je me tiens à votre disposition pour répondre aux autres questions qui viendront par la suite. En tout cas, je profite de ces 5 minutes qui restent pour vous dire qu'aujourd'hui, concevoir un business plan, c'est pas, on va dire, une affaire de spécialistes. C'est rassurant pour nos entrepreneurs. Quand un entrepreneur est nécessaire pour le faire, donc en l'occurrence, ce qu'on vient de voir, mais aussi concevoir un modèle économique à travers des chiffres et comment justement nuancer entre une rentabilité brute et une rentabilité, en tout cas quelques notions financières, tout ça avec en accessoire une connaissance du monde juridique, mais une connaissance mais vraiment très soft, on va pas vraiment trouver, on va pas rentrer dans les détails. Tout ça fait que vous pouvez alimenter un très très bon pitch qui sera annexé à un très bon prototype et vous saurez certainement convaincre vos financeurs. Sachez qu'un banquier, comme je vous ai dit, c'est un financeur parmi d'autres. Donc, c'est un interlocuteur qui ne connaît absolument rien en votre produit. Vous êtes le connaisseur. Donc, faites-en preuve, en tout cas, soyez responsable de ce projet-là et essayez un peu de véhiculer les atouts de ce produit. Sachez aussi mettre
en premier lieu une charte de confidentialité avant de parler de votre projet. Pensez aussi à breveter votre concept si vous en avez déjà. Excellent, excellent. Madame Rsbaoui, oui, je vous laisse. Vous Non, voulez non, encore rajouter une partie? alors en fait, le modèle économique, comme je vous ai dit, c'est un tableau de financement, donc c'est là où il y a les chiffres. Et, Ah, eh ben, et on va le voir quand même. On va le voir, c'est intéressant. d'accord. Alors en fait, pour le modèle économique, donc c'est pas sorcier. Donc il faut commencer déjà par, euh, par l'investissement l'investissement, on va dire euh, euh, important, non, pas important, mais j'essaie un peu de trouver le mot. Mais en tout cas, il faut aller sur un investissement bon, là par contre, le mot m'échappe, mais en tout cas, il faut mettre en place les matériels, le local, le loyer, donc, quand vous allez embaucher une équipe, donc quels sont les salaires que vous allez leur octroyer. En tout cas, un investissement minimal pour pouvoir commencer votre projet. Donc ça, c'est un premier volet. Un premier volet à détailler. Par la suite viendra donc le montage du chiffre d'affaires. On monte un chiffre d'affaires par déjà la connaissance de l'environnement de votre entreprise. En l'occurrence, c'est les clients. Donc, vous allez savoir combien de paniers, on va dire, journaliers vous êtes en mesure de vendre. Avec ce panier journalier, vous allez pouvoir constituer votre chiffre d'affaires minimum. Il faut là encore rester réaliste dans la conception de ce chiffre d'affaires parce il faut le réaliser, cet objectif. Il faut le réaliser, ce chiffre d'affaires. Et pour ce faire, donc, comme j'ai dit, il faut rester réaliste. Après, vous allez parler de votre achat, enfin, de votre coût d'achat. C'est-à-dire que ce chiffre d'affaires, vous allez pouvoir vendre ce panier, mais à quel prix, à quel coût ça vous a valu ce panier-là. Et donc, la différence entre les deux fera naître une marge commerciale brute qui viendra financer les loyers, en tout cas les charges de structure. Le loyer, l'achat de ce produit-là, les salaires, etc. Alors, en tout cas, le modèle économique, c'est quelque chose de très chiffré. Donc, c'est un tableau très, très chiffré. Moi, je vous propose, en tout cas, et que je mettrai à la disposition de Hannah, un modèle très, très simple, très vulgarisé pour pouvoir répondre à quelques questions. Et ces réponses-là feront en sorte de convertir vos réponses à des chiffres et pouvoir justement alimenter votre modèle économique qui est la principale page chiffrée de votre business plan. Voilà, voilà, Hannah. On joindra ces documents-là et merci beaucoup, Madame Rsbaoui. Quand on mettra votre vidéo aujourd'hui de l'atelier au niveau de la plateforme, elle sera à disposition d'ailleurs de tout le monde, on y joindra également cette documentation que vous avez partagée avec. Merci beaucoup. Très bien. Merci, Hannah. Merci à vous. Très bien. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose, n'est-ce pas, Madame Rsbaoui? Alors, non, non. En tout cas, comme je vous ai dit, pour trouver un financeur ou un partenaire ou alors tout simplement convaincre un interlocuteur, il faut être vraiment bien outillé. C'est pas quelque chose qu'on fait d'une manière hasardeuse. Voilà. Oui. Oui, parfait. Parfait. Je crois qu'on aurait répondu comme ça à la question de Mariam qui stressait un peu par rapport à cet aspect-là. Madame Rsbaoui, c'était un plaisir. Merci. Le plaisir est partagé. On vous remercie au nom de tous les entrepreneurs, au nom du CRI de Marrakech Safi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce précieux atelier. Merci à vous, Hannah. Au revoir. Au revoir, je vous dis à très bientôt. Au revoir.